Il a laissé le secteur industriel pour se consacrer à un plateau de jeu de 500 mètres carrés. Anthony Martinier est le fondateur de EVA, un complexe de réalité virtuelle à Saint-Étienne. Salut Anthony. Bonjour. Alors raconte-nous, qu'est-ce que c'est EVA concrètement? Alors Eva, c'est très simple, c'est de la réalité virtuelle, en effet, ça veut dire eSport Virtual Arena. C'est une franchise qui propose un concept de loisir avec des casques de réalité virtuelle dans une grande arène de jeu qui est plus grande qu'un terrain de basket et les gens viennent s'affronter dans différents modes de jeu dans cette arène. C'est un concept fun et ludique à faire. C'est la réalité virtuelle, ça reste quelque chose qui est en vogue, on a une vraie demande là-dessus. Tout à fait, c'est comme tous les secteurs entre l'intelligence artificielle, tous les secteurs de la tech de manière générale, la réalité virtuelle est quelque chose d'hyper démocratisé et qui a le vent en poupe. Ouais. Alors depuis quand tu as lancé l'activité? Alors l'activité a été lancée officiellement le 9 octobre 2024, donc ça on est bientôt sur nos 1 an, et donc il y a tout un process en amont avant de pouvoir ouvrir tout ça. C'est un peu plus d'1 an de travail avant de pouvoir officiellement ouvrir et au public tout simplement. Alors justement, explique-nous d'où est venue cette idée-là, parce qu'on rappelle, donc tu viens du secteur industriel à la base. Alors l'historique de EVA Saint-Étienne, c'est tout d'abord la découverte du jeu dans une autre salle EVA pour se convaincre du projet. Monter une entreprise, commencer à s'associer aussi pour avoir les capitaux, découvrir le franchiseur, notamment au travers d'événements, la Paris Games Week peut en faire partie, faire le tour de différentes salles pour comprendre vraiment comment ça se passe, qu'est-ce que EVA réellement en physique. Et puis après, il y a tout, les financements, l'architecte, trouver le local, les travaux, l'ouverture, le recrutement des équipes, se faire accompagner notamment aussi par d'autres chefs d'entreprise, le réseau Entreprendre en fait partie. Et tout ça, ça met du temps. Donc c'est à peu près 1 an, j'arrondis à 1 an de travail à peu près en amont pour le moment où on a l'idée et le moment où vraiment ça se concrétise. Tu étais un consommateur de réalité virtuelle avant de te mettre dans la peau d'un dirigeant? Eh non, pas vraiment. Pas du tout même. J'étais pas du tout un consommateur de réalité virtuelle. J'étais plutôt un consommateur de loisirs. Et je me suis dit, bah vraiment, le concept est bien, il faut le dupliquer. Et c'est le principe de la franchise. Un concept qui marche, on le duplique par ailleurs, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce qu'on a comme type de jeu en réalité virtuelle? Donc c'est un concept de FPS. Les gens viennent s'affronter dans une grande arène de jeu avec des casques. C'est l'ADN même de EVA. C'est un Call of Duty pour les gens qui connaissent et un Valorant où on vient s'affronter dans des mondes différents. Ça peut être dans une base lunaire, dans une station polaire, ça peut être dans une base sous-marine. Enfin vraiment des concepts très très différents. Et puis il y a différents modes de jeu avec des sous-modes de jeu qui sont possibles et qui permettent d'exploiter à fond toutes ces cartes et tous ces mondes dans lesquels on projette les gens. Et d'un point de vue organisation, on joue uniquement en local avec des gens qui sont une autre équipe qui est en face de nous dans l'arène de jeu, ou est-ce qu'on peut jouer en ligne avec d'autres plateaux ailleurs en France? Alors concrètement, on est ouvert à tout public, donc entre 12 et 99 ans. On fait aussi toutes les entreprises, les assos, les collectivités. Et puis on a un public d'abonnés. On a des abonnés en mode loisir et puis des abonnés en mode compétition. Et pour les abonnés en mode compétition, on peut proposer en effet des jeux qui jouent en ce qu'on appelle en intersalle, c'est-à-dire qu'on se connecte avec une autre salle et là on peut affronter une équipe de Nancy, de Marseille, de Paris ou même d'un autre pays, donc tout simplement. Est-ce que tu as des équipes qui font un peu le tour de la France pour tester les différents spots de réalité virtuelle? Alors on a dans la scène compétitive des ligues locales, donc actuellement à EVA Saint-Étienne on en a 2, mais on a aussi 2 ligues nationales, on a championnat de France, Coupe de France et championnat du monde, donc ça peut aller très très loin. Et en effet on a des équipes qui viennent de temps en temps jouer avec des personnes en physique dans nos salles, donc on a des grosses équipes au niveau national qui se déplacent et donc qui viennent aussi découvrir d'autres équipes. C'est l'occasion de passer un bon moment et d'affronter des équipes de tout niveau. Au niveau accessibilité, pour les personnes qui sont en situation de handicap, en fauteuil roulant, est-ce qu'il y a des limites justement pour l'accessibilité? Alors, nous, on a un établissement qui reçoit du public, donc on a tous les accès PMR. On a même fait des sessions de jeu avec des personnes qui étaient handicapées moteurs, donc sur des fauteuils roulants. On a un game master qui marche avec la personne qui est sur fauteuil. Et en effet, on peut passer aussi un bon moment malgré un handicap qu'on peut avoir au niveau moteur. Donc c'est ouvert à tous. Encore une fois, on a tout ce qu'il faut.
On avait pu échanger en amont sur ton projet. Tu m'avais dit qu'il y avait une chose qui était primordiale pour Eva, c'était la compréhension des consignes à l'accueil, dès que les gens arrivent. Alors, ce qui est fondamental dans le loisir de manière générale, c'est en effet c'est l'accueil, la bienveillance, quelqu'un qui passe un bon moment, et c'est ça l'essence même, c'est d'avoir une expérience qui soit magique pour le consommateur. Donc l'idée c'est qu'il ait un bon accueil et que l'enchaînement se fasse bien, le briefing, le jeu, et puis la sortie, le débriefing. Tout ça c'est fondamental, et puis ça permet aux personnes de pouvoir revenir tout simplement. Euh, la première approche, la première impression, comme on dit, est toujours la bonne. Donc si on a un bon accueil, en effet, c'est toujours hyper important. Est-ce qu'il y a des choses que les clients comprennent mal dans le principe d'Eva? Alors, les clients parfois comprennent mal, en effet, alors bien que ça soit résumé dans une short description, enfin un film très court de 3-4 minutes, on a 3-4 boutons à utiliser et croyez-moi, il y a beaucoup de clients qui nous demandent sans cesse mais j'ai pas compris quel bouton et bon, c'est pas plus compliqué qu'un joystick, qu'une touche et voilà. Mais c'est des consignes très simples. Les gens dans l'excitation, des fois, omettent un peu certaines consignes. Donc oui, tout à fait. Des consignes de jeu sont hyper importantes et pour autant, des fois, elles sont rapidement squeezées dans la tête des gens. Et puis il y a la notion de déplacement aussi qui est parfois compliquée à percevoir parce qu'on a un casque sur la tête, on n'a plus le visuel qu'on a dans les tous les jours, quoi. Ouais, alors des petites anecdotes, on en a plein sur des personnes qui testent pour la première fois la réalité virtuelle et en effet, ils voient des éléments de décor et ils disent bah tiens, je vais pouvoir m'appuyer sur une caisse, un caillou, ou voilà. Et donc bah non, tout ça c'est très virtuel et donc de fait, on peut pas s'appuyer dessus, on peut pas se cacher derrière. Et donc ouais, il y a beaucoup de personnes qui ont des petites appréhensions, enfin où les sens sont vraiment retournés et donc plongés dans l'univers de différentes cartes, ça les perd un peu ouais, parfois. Est-ce que les gens ils mettent du temps à s'adapter aux conditions de la réalité virtuelle si tu veux monter des marches ou si tu prends un ascenseur par exemple? Alors dans la réalité virtuelle, en fait, on peut tout faire. Et donc en effet, il y a des gens qui sont un peu perdus lorsqu'il s'agit de prendre un ascenseur, enfin voilà, ou de marcher sur une poutre très étroite. On a des personnes qui ont parfois le vertige. Et vu que tous nos sens sont en éveil là-dedans, ben on s'y prend vraiment. Et donc il y a des gens qui peuvent avoir un problème de phobie. Mais tout est à plat en fait. Il n'y a aucun obstacle physique. Mais dans le cerveau, ça tourne autrement et on peut avoir certaines difficultés ou certaines appréhensions à avoir du décor, à comprendre comment tout ça fonctionne. Donc en effet, on a des gens qui prennent des ascenseurs sans jamais réellement monter de niveau physique. Donc c'est assez sympa à voir, c'est marrant et ça nous fait toujours rigoler. On se moque des fois. On se moque souvent. Non, on se moque pas vraiment, on rigole. Mais et ce qui est sympa dans le concept, c'est que justement, notre arène de jeu est complètement vitrée, donc ça permet de voir d'autres personnes jouer. Et on a un rendu avec un point de vue observateur dans la partie chill, ce qui permet de voir aussi, d'avoir à la fois ce que vivent les gens en direct sur les écrans et ce qu'ils vivent dans la vraie vie sur le terrain. C'est vraiment sympa à voir. Ouais. Ça arrive des fois de voir des personnes qui peuvent tomber ou qui peuvent complètement perdre l'équilibre. On a eu en effet des clients qui vraiment perdent leurs repères. On a eu des personnes qui ont eu vraiment très peur dans des expériences immersives qui sont notamment Moon of the Dead, qui est une expérience où on vient affronter des hordes de créatures différentes. Et oui, on a des personnes qui ont eu très peur et qui sont parties tout droit. Donc au bout du bout, on a quand même des murs d'enceinte, donc voilà, il faut faire attention à ça. Ou des personnes une autre anecdote, des personnes qui viennent voir un petit caillou, se dire tiens, je vais me cacher derrière, et en fait, non, derrière il y a un mur, donc voilà, ça peut être très marrant à voir. Ouais. Et dans ce cas-là, on leur explique à la fin, parce que si jamais ils veulent revenir, histoire qu'ils ne refassent pas aussi la même boulette. On leur explique en effet avant le jeu, on leur explique pendant le jeu, et en général, non, ça se passe bien quand même. Est-ce qu'il y a des idées reçues sur la VR? Oui, il y a des idées reçues. Beaucoup pensent que la VR, on est malade. En fait, non, pas du tout. Vous n'êtes pas comme dans un simulateur. Vous avez, vu que vous êtes en déplacement libre, vous avez une synchronisation entre votre oreille interne et ce que vous voyez, et de fait, vous n'êtes pas malade. 99% des clients ne le sont pas. Il y a toujours une petite probabilité, mais ça fait partie des idées reçues. Mais non, globalement, c'est accessible à tout le monde et vraiment, de 12 à 99 ans, on peut venir faire ça de manière très décontractée et en loisir. Ouais. Pour des personnes, pour des clients qui ont par exemple des vertiges, est-ce que
il y aurait un aspect thérapeutique à creuser, un partenariat qu'on pourrait faire avec des professionnels pour justement enlever toutes ces appréhensions? Alors, le domaine de Eva, c'est vraiment son ADN, c'est la partie e-sport FPS. Donc, on est vraiment centré là-dessus, même si on développe beaucoup d'autres jeux par ailleurs. On laisse la partie médicale à des gens qui sont sachants. Et nous, on développe vraiment la partie loisir, compétitive, fun et ludique. Donc, oui, il y a bien des aspects dans la réalité virtuelle où on peut découvrir plein de choses. On peut faire de la médiation culturelle, on peut faire de la formation scientifique, on peut faire plein d'autres choses. Mais le cœur de métier de Eva, c'est vraiment le loisir, faire passer un bon moment, un moment unique et magique aux personnes. Donc on laisse ça à d'autres personnes pour développer ce type de concept. Est-ce qu'il y a des idées reçues sur ton métier de dirigeant, ton rôle d'entrepreneur finalement? Alors oui, il y a des idées reçues sur les entrepreneurs, qu'on a une vie facile. Il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière, comme un iceberg en réalité. Il y a tout ce qui se voit et puis tout ce qui ne se voit pas. Et c'est du boulot bien en amont pour que les choses soient claires, faites de manière limpide et propre pour tout le monde. Donc il y a beaucoup de choses dont on n'a pas forcément les compétences en interne, dont on doit aller chercher ou trouver des personnes qui sont capables de le faire à notre place. Donc non, c'est pas toujours une vie facile, il y a beaucoup d'heures de travail et ça fait partie des idées reçues que certains peuvent avoir. On a les entrepreneurs en prestation de service et puis on a les entrepreneurs comme toi qui dirigent aussi un établissement. Est-ce que la gestion est complètement différente? Est-ce que il y a peut-être beaucoup plus de problématiques à prendre en compte selon toi? Alors la gestion d'une entreprise, on ne l'apprend pas à l'école, donc c'est pas si facile que ça. On est confronté à beaucoup comment dire, de problématiques qu'on n'a jamais vécues avant. Donc le mot-clé, je pense, c'est l'adaptabilité. Vraiment, il faut savoir s'adapter, même si on n'est pas bon dans partout et on fera des erreurs et on en fait. Clairement, il faut savoir s'adapter sur toutes les situations qu'on rencontre euh, pour pouvoir s'en sortir au mieux et faire quelque chose de bien. Est-ce que justement, toi, il y a eu une situation, tu te rappelles d'une situation où il a fallu que tu t'adaptes rapidement? Alors des situations, il y en a plein. On n'est pas présent H24 tout le temps, sinon on ferait des semaines de 168 heures et on en fait déjà des 90 heures, donc c'est compliqué. Donc oui, on peut avoir des problématiques avec des clients, parfois mécontents, ou alors des imprévues. Et donc ouais, on est toujours en astreinte H24 sur le métier. Donc il faut savoir répondre, être présent sans être omniprésent. Donc ça, c'est vraiment hyper compliqué. Mais des situations inattendues, il y en a vraiment beaucoup. Ça peut être des petits tracas comme des gros problèmes. Donc il faut savoir y répondre. Et voilà, et encore une fois, c'est l'adaptabilité dont je parlais tout à l'heure qui est hyper importante. Est-ce que tu as une tâche que tu détestes faire, la tâche la plus pénible pour toi? La tâche la plus pénible, alors pour moi, j'ai des fondamentaux, enfin j'ai une formation d'ingénieur, donc toute la partie commerciale, c'est pas quelque chose qui est simple pour moi. Donc toute la prospection commerciale, le réseautage et autres, c'est pas le plus simple. Donc en effet, c'est des compétences que j'ai pas. Et si je peux les trouver ailleurs ou les acheter, tant mieux pour moi. Mais c'est vrai que c'est une des composantes de mon métier que, que je peine parfois à faire. Et puis des fois, on se dit que voilà, dans l'entrepreneuriat, le plus important, c'est de savoir s'entourer aussi de bonnes personnes. Exactement. Pour la petite anecdote, quand j'ai quitté mon ancienne entreprise, mon patron, mon directeur général m'avait dit entoure-toi bien. Et c'est vrai que c'est un élément clé. On ne sait pas tout faire, ou alors on peut tout faire mal. Donc dans l'idée, il faut savoir bien s'entourer, trouver les bonnes personnes pour avoir les bonnes compétences. Est-ce que tu as été formé en tant que dirigeant ou est-ce que tu as été accompagné ou tu t'es fait tout seul? Alors, est-ce qu'il y a une formation en tant que dirigeant? Il n'y a pas de formation de dirigeant, hein. Je pense que ça s'apprend beaucoup sur le terrain. Par contre, j'ai eu la chance de découvrir certains réseaux d'entrepreneurs, notamment le réseau Entreprendre Loire, que je remercie pour tout l'accompagnement, que ce soit dans les parcours amont, dans les échanges au quotidien, et puis dans l'accompagnement aussi avec d'autres chefs d'entreprise. Ça permet aussi de confronter des points de vue, ça permet aussi de partager de l'expérience et ça c'est vraiment hyper important. Tout à l'heure je disais qu'il fallait savoir bien s'entourer et je pense qu'avoir un réseau de chefs d'entreprise aussi à côté de soi en tant que dirigeant c'est hyper important dans tous les domaines qu'on peut et sur toutes les situations sur lesquelles on peut être confronté. Ouais. T'es déjà organisé ou au feeling sur tes journées? Alors moi j'ai un background d'ingénieur donc j'ai plutôt tendance à essayer de m'organiser mais je pense qu'on ne peut pas tout prévoir dans la vie donc nécessairement des fois
il faut savoir un peu advienne que pourra, on fait un peu comme on pourra aussi, mais je suis plutôt quelqu'un d'essayer d'être méthodique à la base et après on s'adapte aussi sur la situation qu'on rencontre. Une journée classique avec toi, ça ressemble à quoi? J'ai pas vraiment de journée classique de travail, c'est plutôt décousu. Le matin, ça peut être de la prospection, ça peut être euh, enfin, différents types d'activités avec des clients, enfin voilà. Et puis après, l'après-midi, pardon, ça peut être l'exploitation dans la salle, voilà. Mais j'ai pas de journée type vraiment. Et je pense c'est compliqué d'avoir une journée type dans le monde de l'entrepreneuriat. On peut pas avoir quelque chose de figé. On peut avoir une idée, mais je pense qu'il faut savoir vraiment aussi s'adapter comme toute personne. Et c'est une journée très rythmée. C'est des journées très rythmées. Ça peut partir d'une très tôt le matin jusqu'à très tard le soir, voire même aussi de cogiter aussi pendant la nuit sur des thématiques, des choses qu'on a fait. Donc oui, la vie d'entrepreneur, c'est toujours prenant intellectuellement, mais physiquement aussi, mais intellectuellement aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a une partie de ton quotidien que tu fais souvent et que tu ne montres jamais au public, à tes clients? Bah, il y a toute la partie en amont de gestion de l'entreprise que forcément les clients ne voient pas. Tout ça, c'est la comptabilité, la finance, la RH. C'est toutes des composantes d'un métier d'entrepreneur qui ne sont pas vues lorsqu'on a un établissement qui est ouvert au public. Euh, donc tout ça, ça fait partie des choses qui sont masquées et qui prennent beaucoup de temps, d'où le fait de faire beaucoup d'heures aussi à côté, quoi. Est-ce que tu as un souvenir en particulier avec un client, un groupe de clients qui t'a marqué? Alors, un souvenir avec un groupe de clients, depuis qu'on a ouvert il y a maintenant presque un an, on a je ne sais plus combien de clients, peut-être 30 000, donc des souvenirs, il y en a beaucoup. Il y en a peut-être un qui m'avait marqué, je me souviens, il y avait une ambiance un peu euphorisante, quelqu'un qui était vraiment fan de Christophe Maé, et il m'avait dit, tiens, si tu peux me mettre un skin, donc le personnage et le costume dans l'arène de jeu de Christophe Maé, je serais hyper content. Et on a blagué vraiment toute la soirée là-dessus. Il voulait même que je lui diffuse de la musique de Christophe Maé, chose qui était vraiment impossible pour nous parce qu'on ne peut pas avoir ce genre de choses. Mais ouais, c'était un groupe vraiment, vraiment fun. Et il a vraiment bien aimé l'expérience parce que le lendemain, il est revenu non pas avec ses amis, mais avec toute sa famille. Donc c'était vraiment un client vraiment sympa avec tout le groupe et l'ambiance était vraiment, vraiment très très top. Et au moment où il t'a annoncé vouloir Christophe Maé en skin, comment t'as réagi quoi? Ben, je lui ai dit bien sûr, on sait tout faire, mais dans l'idée, oui, en blaguant, on pouvait pas faire quelque chose avec Christophe Maé. Les skins, on a vraiment différents, mais on peut pas adapter ça, voilà. Mais c'était vraiment l'ambiance, l'humour, le décalage, la discussion, l'échange, tout ça était vraiment sympa. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à monter ta boîte? Est-ce que t'as eu une envie particulière à un moment donné de ta vie, quelque chose qui a fait déclic? Alors, ce qui m'a poussé à monter mon entreprise, depuis ma sortie de mes études, je m'étais toujours, je m'étais rapproché de clubs d'entrepreneurs et donc j'avais des étoiles qui brillaient dans les yeux quand j'avais vu ça. Sauf que sans compétences, sans argent, sans finance, sans rien, c'était compliqué. Donc pendant 20 ans, j'ai travaillé dans divers domaines et à un moment donné, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas? J'ai découvert ce concept de franchise qui aussi était rassurant. Et donc, je me suis dit, allez, on va se lancer dans l'entrepreneuriat, tout simplement. Est-ce qu'on peut rappeler pour ceux qui ne connaissent pas le principe de franchise? Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que c'est, comment ça fonctionne? Alors oui, une franchise, en fait, c'est assez simple. C'est moyennant redevance, forcément, on a tout un support technique, que ce soit sur la partie commerciale, sur la partie gestion de la clientèle, sur la partie jeu, développement des jeux. Tout ça est donc packagé. Donc ils proposent une offre et donc nous, on adhère à cette offre, entre guillemets. Et on développe, on ouvre une franchise en fait avec le concours du franchiseur. Et donc il y a un partenariat qui est fait moyennant une redevance. Et eux apportent en contrepartie tout le support qui est nécessaire pour pouvoir ouvrir l'établissement. Et tout ce qui peut être les maps du jeu ou quoi que ce soit, c'est géré directement sur Eva Saint-Étienne ou c'est commun à tous les Eva de France? Alors en fait, le franchiseur aussi apporte en effet tout le développement du jeu, parce que c'est un vrai métier. Faire ça en solopreneur, c'est juste impossible selon moi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une équipe de 10 personnes au niveau de la franchise qui développe des jeux, des cartes,
qui connaît aussi le gameplay de tout ça et donc du coup permettre d'offrir cette expérience chez Eva Saint-Étienne, mais dans tous les autres Eva de France et du monde entier d'ailleurs. Donc c'est vraiment la franchise qui développe tous les jeux et qui permet d'avoir la même expérience de partout dans tous les Eva. Et vous changez régulièrement de map? Il y a des changements réguliers où on se laisse, je sais pas, 6 mois, 1 an pour voir comment la map fonctionne? Donc en effet, avec Eva, on a la chance d'avoir des développements de cartes de monde qui sont assez réguliers. Et donc de fait, on en a, je ne sais pas, tous les 4-6 mois. Et donc là aussi, on a aussi d'autres développements en cours sur des jeux différents pour toucher un plus large public qui vont arriver prochainement. L'idée étant de sortir un peu du domaine de la partie compétitive e-sport en FPS, mais d'aller sur d'autres thématiques par ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres jeux qui sont en réflexion pour des familles, par exemple, avec des petits à partir de 3 ans? Alors chez Eva, l'ADN c'est la partie compétitive en FPS, mais en effet on a d'autres jeux en développement pour aller jusqu'à toucher des publics jusqu'à 8 ans. La complexité c'est que quand vous mettez un casque en réalité virtuelle, techniquement rien ne vous empêche d'avoir une collision entre personnes. Donc descendre trop bas en âge à partir de 3 ans, ça reste difficile parce que ça pourrait être dangereux pour les personnes, pour le matériel. Donc oui, il y a d'autres jeux en développement, mais il y a quand même une limite d'âge raisonnable à avoir pour comprendre la mécanique de jeu et comprendre comment tout ça se joue. Ça fait 1 an que vous êtes ouvert. Le bilan, pour l'instant, est très positif pour Eva. Alors le bilan est positif pour Eva Saint-Étienne. La meilleure reconnaissance, c'est tous les avis qu'on peut avoir au quotidien avec les clients. Donc ça c'est bien. Après, on a toujours une période de plus faible activité durant l'été, étant donné qu'on est une activité indoor. Mais là, on a beaucoup de contacts avec aussi beaucoup d'entreprises sur le secteur du B2B qui nous apportent tous les événements de fin d'année avec des team building, des afterwork, des séminaires, des soirées privées, tout ça, c'est aussi possible chez Eva. Donc, on a une grosse activité sur la fin de l'année jusqu'à mi-avril à peu près. Et donc en moyenne, tu peux accueillir combien de personnes en même temps sur le plateau de 500 mètres carrés? Alors, sur l'arène de jeu, on peut accueillir jusqu'à 10 personnes par session, avec des sessions de jeu qui sont toutes les 40 minutes, incluant le briefing, l'équipement des équipements. On fait plusieurs manches de jeu sur cette même session. Et après, dans l'établissement, on peut recevoir plus d'une centaine de personnes. On a la chance d'avoir une zone qu'on appelle chill, restauration, où on peut accueillir beaucoup de monde et faire des événements assez sympas. On a même fait une journée porte ouverte avec un client qui était venu avec ses distributeurs et qui avait proposé des invitations en journée continue à l'ensemble de ses clients et qui ont pu échanger dans la zone de restauration au travers il y avait des machines-outils, il y avait des trucs assez sympas. Et puis après, on proposait forcément des parties de jeu aux personnes qui souhaitaient le faire. Est-ce que tu as des personnes qui viennent en priorité manger ou boire un coup dans l'établissement et qui préfèrent observer avant de se lancer parce qu'ils ont un peu peur ou ils hésitent à faire de la VR? Donc nous, on a un établissement où le but, c'est de passer un bon moment. Donc si les clients veulent venir simplement manger ou boire un coup, c'est tout à fait possible. Le meilleur combo qui se fait, c'est de venir faire une partie, boire un coup et refaire une partie dans un autre mode de jeu, par exemple. C'est vraiment ce qui se pratique beaucoup. Mais il est tout à fait possible de faire ce que l'on souhaite. Et encore une fois, nous, ce qu'on veut, c'est le bonheur des gens et donc qu'ils passent un moment chaleureux, agréable, en famille, entre amis, entre collègues. C'est vraiment notre objectif principal. Bah, impeccable. Tu as toujours été entouré d'un point de vue familial, tu as toujours été compris sur ton projet d'entrepreneuriat? Alors le projet d'entrepreneuriat, en effet, c'est quelque chose qu'on réfléchit seul, mais qu'on mûrit à plusieurs. Donc en effet, oui, moi j'ai toujours été entouré, en premier lieu par ma femme, qui est mon premier support, donc mon premier soutien, support au niveau anglais en fait, voilà. Euh, donc oui, oui, c'est un projet d'entrepreneuriat, ça se fait seul, mais c'est aussi beaucoup de choses à côté. Et en effet, ma femme m'a beaucoup soutenu, ma famille globalement, mes amis. Enfin, on pourrait citer beaucoup de personnes, mais oui, je crois que je dois remercier ma femme pour son soutien au quotidien. Ouais, tout à fait. Et cette notion de réalité virtuelle, elle a été comprise tout de suite ou
qu'on associe ça à du jeu vidéo, ou voilà, c'est plus du loisir qu'un métier, on peut avoir ces clichés-là. Alors, la meilleure façon de convaincre les gens que le concept est sympa, c'est de venir le tester. Et croyez-moi, une fois que les personnes ont testé le concept, elles y adhèrent forcément. Donc, on a toujours le soutien des personnes qui viennent tester pour nous aider après par la suite. Est-ce que tu aurais une phrase marquante à donner qui t'inspire? Oui, une phrase marquante, alors ça vient d'une devise militaire, d'une école militaire je crois, et c'est un ami qui me l'avait dit il y a très très longtemps, c'est qui ose gagne. Donc en effet dans l'entrepreneuriat, il faut savoir oser pour gagner quelque chose, dans tous les sens du terme. Donc je pense que des fois il faut aussi sortir des sentiers battus et aller oser des choses différentes pour gagner. Il y avait aussi une phrase de ta femme que tu m'avais envoyée, remettre l'église au milieu du village. Oui, alors une deuxième phrase qui résonne en tête chez moi, c'est aussi ça. Alors ça vient aussi de ma femme, c'est vrai. Il faut savoir remettre l'église au milieu du village. Tout ça, quand on parle d'une problématique ou d'un sujet, d'une thématique, on remet toujours et on essaie de recentrer quelque chose autour de quelque chose de central. Et c'est vrai que l'église au milieu du village est un des fondamentaux, pardon. Et donc, c'est enfin pas une anecdote, c'est une maxime qui tourne aussi dans ma tête. Ouais. C'est important pour toi d'avoir des maximes comme ça, des phrases qui restent en tête pour rester finalement dans le droit chemin? Oui, une ligne de conduite, je pense, des maximes, on peut en avoir plein, mais après, je pense qu'il faut essayer d'avancer voilà, et malgré les embûches qu'on peut avoir dans l'entrepreneuriat, il faut savoir encore une fois s'adapter sur les différentes situations qu'on peut avoir. S'entourer des bonnes personnes, c'est fondamental. Et puis réagir assez rapidement sur des situations qu'on peut avoir pour trouver des solutions qui puissent nous faire sortir d'une situation ou d'une autre. Tu nous as donné beaucoup de conseils depuis le début. Si jamais on doit en ressortir un, que tu donnerais à quelqu'un qui débute dans l'entrepreneuriat? Un conseil pour débuter l'entrepreneuriat, je pense, c'est de bien définir ce qu'on a envie de faire. Et ça va en faire plusieurs de conseils en réalité. C'est compliqué d'en donner qu'un. Et puis, je pense que de savoir s'adapter et s'entourer, c'est vraiment les concepts de base pour bien démarrer, mais aussi pour poursuivre. C'est hyper important de s'entourer et de s'adapter. Bon, et bah super, et bah merci. Juste pour terminer, quels sont les futurs projets de Eva? Est-ce qu'il y a des choses qui verront le jour dans l'année à suivre ou pas du tout? Ou pour l'instant on reste sur une formule qui marche? Alors en termes de développement, il y a tous les développements de jeux pour Eva qui arrivent, mais nous en local, c'est aussi toute l'animation qu'on peut mettre en place autour de différents événements. Ça peut être des tournois avec nos abonnés. On a un tournoi régional avec des équipes qui viennent un peu de partout en France, typiquement d'ici quelques temps. Ça va être un super événement. Donc, voilà. Mais globalement, tous les événements qu'on peut faire en local, sur des soirées, sur différentes thématiques qu'on peut être amené à faire. Voilà. Bon, et bah parfait, bah merci beaucoup. Avec Anthony, plaisir. où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux ou autre? Comment on peut suivre Eva? Alors Eva, c'est très simple. L'adresse physique, c'est le 28 rue de la Presse au niveau du Technopole, donc situé non loin de Geoffroy Guichard et du Zénith. Et après, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, on a aussi des chaînes TikTok et autres. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à venir nous suivre, à nous liker. Et on a tout un réseau communautaire aussi sur Discord, dans lequel on peut échanger avec la communauté de joueurs ou avec les personnes sur place. Bon, et bah parfait. Et bah merci beaucoup en tout cas, ça a été un plaisir de t'avoir avec nous. Merci à vous.